Et si tu n'avais pas besoin de honte, de peur ou de culpabilité pour que ton enfant se comporte bien, qu'il ait peur, qu'il culpabilise, qu'il ait honte, qu'il craigne de perdre ton amour ou tes encouragements? C'est une question qu'on ne se pose presque jamais parce qu'on a tous grandi avec l'idée que la discipline, c'est ça. On gronde, on prive, on isole, on hausse le ton. Et ensuite, l'enfant comprend et se corrige. Sauf qu'il existe une logique où l'enfant coopère parce qu'il se sent bien et pas parce qu'il se sent mal. Dans cette vidéo, on va regarder justement ensemble les grands styles éducatifs, pourquoi la plupart d'entre nous naviguent entre deux extrêmes sans le vouloir, et ce qui fait qu'un enfant a vraiment envie de coopérer. Depuis les années 60, les chercheurs en psychologie du développement, notamment Diana Baumrind, ont observé que les parents se situent globalement sur deux axes, le niveau d'exigence et le niveau d'écoute. Ça donne 4 grandes tendances. Je te les présente vite, pas pour te mettre en étiquette, mais pour que tu puisses un peu te repérer. Le premier, c'est le style autoritaire. Ici, c'est parce que c'est moi qui décide, un point, c'est tout. Les règles sont fixées sans discussion. Et la peur de la sanction est souvent le principal moteur d'obéissance. Ça marche à court terme. Mais ça n'apprend pas à l'enfant à réfléchir par lui-même, juste à éviter de se faire prendre ou alors à obéir tant que l'adulte n'a pas le dos tourné. Le deuxième style, c'est le style permissif ou laxiste. Peu d'exigence, beaucoup d'écoute. Ici, on est dans l'amour, l'écoute, le désir de ne jamais brusquer l'enfant, mais sans cadre stable. L'enfant décide beaucoup, les limites bougent selon la fatigue ou la culpabilité du parent. Et le problème, c'est que sans repère clair, l'enfant se retrouve avec un pouvoir qu'il n'est pas capable de gérer à son âge. Et ça peut créer de l'anxiété et pas vraiment de la liberté. Le troisième style, c'est le style négligent. Peu d'exigence, peu d'écoute. C'est le moins visible et c'est souvent lié à l'épuisement, à une surcharge de vie plus qu'à un choix. Il y a peu de présence, peu de cadre, l'enfant se retrouve livré à lui-même émotionnellement. Je le mentionne parce qu'il existe, pas pour culpabiliser qui que ce soit. Beaucoup de parents y basculent temporairement dans des périodes très dures sans que ce soit leur fonctionnement de fond. Le style démocratique, beaucoup d'exigence et beaucoup d'écoute. C'est celui que la recherche associe le plus souvent à des enfants qui coopèrent et qui régulent mieux leurs émotions et qui ont une meilleure estime d'eux-mêmes en grandissant. Le cadre existe, les règles sont claires, mais elles sont expliquées et l'enfant est écouté dans ce qu'il vit. Ce n'est pas l'enfant roi, c'est un parent qui reste le capitaine du bateau tout en écoutant son équipage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas autoritaire ou laxiste, on glisse souvent d'un style à l'autre selon la fatigue, le stress, l'enfant qu'on a en face de nous, parfois plusieurs fois dans la même journée. Ce n'est pas une case dans laquelle on s'enferme, c'est juste un équilibre qui se construit. Alors pourquoi le fait d'utiliser la honte, la peur, la culpabilité ne fonctionne qu'en surface? Revenons à notre question de départ. Pourquoi on a l'impression qu'il faut recourir à la honte, à la peur, à la culpabilité pour qu'un enfant se comporte bien? Parce que sur l'instant, ça marche. Un enfant grondé fort s'arrête tout de suite. Un enfant privé de dessert obéit à la fois suivante. Le cerveau du parent enregistre, ça a marché. Le problème, c'est ce qui a été appris, ce n'est pas je comprends pourquoi c'est important de bien me comporter, c'est je dois éviter de me faire punir. Ou pire, je ne suis pas assez bien. Donc sur le long terme, ça abîme deux choses essentielles chez l'enfant, son sentiment d'appartenance à la famille et sa motivation à coopérer pour des bonnes raisons, pas par peur. Donc un enfant a un besoin presque aussi vital que de manger ou de dormir, qui est de se sentir appartenir, faire partie d'un clan, compter pour quelqu'un. Quand un enfant sent qu'il a une place, qu'il est utile et qu'on a besoin de lui, pas juste qu'on l'aime, mais qu'il contribue, il développe naturellement ce qu'on appelle le sens social, donc l'envie de participer, d'aider, de tenir compte des autres. C'est là que ça devient intéressant. Un enfant qui se sent appartenir n'a pas besoin qu'on le fasse culpabiliser pour coopérer. Il coopère parce qu'il fait partie de l'équipe. À l'inverse, un enfant qui se sent régulièrement mis de côté, comparé, ou qui a de l'attention que quand ça va mal, va souvent chercher sa place autrement, parfois justement par le comportement difficile. Pas parce qu'il est difficile, mais parce que le comportement difficile, paradoxalement, lui a garanti de l'attention et va lui garantir encore de l'attention. Alors, une question logique. Si punir ne construit pas la coopération sur le long terme, est-ce que récompenser, ça marche mieux?
En fait, pas vraiment. Et c'est contre-intuitif. Les chercheurs en motivation, notamment les travaux sur la motivation intrinsèque versus extrinsèque, montrent que quand on récompense systématiquement un comportement, l'enfant finit par le faire pour la récompense et non plus pour la satisfaction de bien faire ou pour l'envie de contribuer. Le résultat, c'est que le jour où il n'y a plus de bonbons, plus de gommettes, plus de bravo, la motivation retombe et parfois plus bas qu'avant. Donc, punition et récompense ont un point commun. Elles placent le moteur du comportement à l'extérieur de l'enfant. Alors que ce qu'on veut construire, c'est un moteur intérieur. Je me comporte bien parce que ça a du sens pour moi, parce que je fais partie de cette famille, parce que je sais ce que ça apporte aux autres. Alors non, un enfant n'a pas besoin de se sentir mal pour bien se comporter. Il a besoin de se sentir en sécurité, entendu et utile dans la famille. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer le cadre. Au contraire, on a vu que les enfants qui marchent bien, dans le sens où ils sont empathiques, ils sont dévoués, ils sont coopérants, ont des parents à la fois exigeants et à l'écoute. Le vrai enjeu, c'est pas le cadre ou pas de cadre, c'est comment on pose ce cadre et qu'est-ce qu'on nourrit en dehors des moments de crise. Si cette question, comment sortir du réflexe punition-récompense sans tomber dans le laxisme, te parle, j'accompagne les mamans exactement là-dessus dans mon programme Reconnecter. Le lien est dans la description. Et si tu as envie de me partager, toi, à quel moment de la journée tu sens que tu bascules sans le vouloir vers plus de fermeté ou plus de laisser aller, dis-le moi en commentaire. Et c'est souvent ce premier repérage accompagné qui change tout.